Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le 15 mai 2015 était signé l'accord de paix d'Alger en faveur du retour à la paix au Mali. 4 ans après sa signature, où en est la mise en œuvre de cette entente entre le gouvernement malien et certains groupes armés du Nord. Nous ferons le point dans cette édition. La nouvelle capitale administrative égyptienne s'érige progressivement dans le désert à l'est du Caire. Elle n'a pas encore de nom, mais sa livraison est prévue en juin 2020, bien qu'un retard soit déjà envisagé, faute de financement suffisant. Et la Côte d'Ivoire se dote d'une nouvelle stratégie nationale pour favoriser l'inclusion financière. L'intention des autorités est de porter les services financiers et bancaires à 60% à l'horizon 2024, contre moins de 50% actuellement. Mais tout d'abord, l'Algérie a connu ce 17 mai son 13e vendredi consécutif de mobilisation populaire. Une manifestation s'est tenue pour réclamer un changement de système politique hérité du régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, démissionnaire en avril 2019. Les manifestants ont également clamé leur défiance face à l'organisation des élections prévues en juillet pour élire le successeur du président Abdelaziz Bouteflika. De son côté, l'armée appuie l'organisation d'une élection présidentielle le 4 juillet 2019 en arguant l'article 102 de la Constitution qui prévoit qu'une élection présidentielle soit organisée dans les 3 mois suivant le départ du président de la République. Quelles avancées pour l'accord de paix d'Alger? C'est la question posée 4 ans après la signature de cet accord le 15 mai 2015 entre le gouvernement malien et certains groupes armés du nord du Mali. Cette entente était censée permettre au pays de recouvrer son intégrité territoriale et de redéployer l'administration sur l'ensemble du territoire national. Qu'en est-il aujourd'hui? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les accords pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger ont 4 ans. Signés le 15 mai 2015 à Bamako entre le gouvernement malien et les groupes armés sous l'égide de la communauté internationale, ces accords ont permis la cessation des hostilités entre les groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawad, le Gatia et le gouvernement malien. Aujourd'hui, on peut noter un certain nombre de points d'avancée, notamment les réformes législatives et réglementaires relatives à la relecture du Code des collectivités, conformément aux prescriptions de l'accord, au code électoral, conformément aux prescriptions de l'accord. 4 ans après, des blocages subsistent dans l'application des accords. Au nombre des blocages, la mise en place des assemblées régionales élues au suffrage universel direct, le projet de révision constitutionnelle devant prendre en compte des points de l'accord. Dans le titre 6, en termes de garantie et accompagnement d'ordre international, il y a des engagements que la communauté internationale a eu à prendre. On est même allé jusqu'à placer le Mali sous un régime de sanctions. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on fasse appel à la bonne volonté, à la volonté politique effective des parties signataires. Un comité de suivi qui sert de baromètre à l'application effective des accords se réunit périodiquement à Bamako. Présidé par l'Algérie, ce comité composé des pays membres de la médiation était à sa 34e session le 19 avril 2019. Également dans l'actualité, en République centrafricaine, le lancement du programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, serait imminent selon le gouvernement. 10 groupes armés sur les 14 recensés ont remis ce vendredi 17 mai la liste nominative de leurs combattants qui déposeront les armes et qui participeront au programme de réintégration. Rappelons que le grand DDR prévoit la démobilisation de 5000 ex-combattants. Ce programme devrait commencer au début du mois de juin sur l'ensemble du territoire national. Le Togo connaîtra ses premières élections locales depuis plus de 30 ans, le 30 juin 2019. Le dernier scrutin de ce genre remonte à 1987. Et pour permettre à ces élections de se dérouler dans de bonnes conditions, 3 jours de recensement électoral ont été organisés. Un recensement qui prend fin ce samedi 18 mai. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi.
Considéré par certains comme un recensement de l'opposition, l'opération d'enrôlement dans la perspective des élections locales a timidement débuté dans plusieurs bureaux de vote jeudi 16 mai 2019 à Lomé. Dans ce bureau de vote au quartier B, l'un des fiefs de l'opposition togolaise, des soucis techniques ont duré une majeure partie de la journée. Nous allons tout faire pour avoir nos cartes d'électeurs. Les machines doivent fonctionner. Depuis la matinée, c'est une seule machine qui fonctionne au lieu de deux. C'est dur, c'est difficile. On veut vous faire enrôler dans des conditions difficiles pour vous décourager. Mais la C14 l'a dit, nous allons à ces élections comme à un combat. Parmi les futurs électeurs togolais, on compte l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Pojro, qui n'a pas voulu manquer à ce nouvel appel au recensement électoral. Les élections locales auront lieu dans une quarantaine de jours. Nous aurions souhaité que les élections soient reportées au moins un trimestre plus tard. Mais bon, les dates étant fixées, nous sommes prêts, nous irons. Le recensement électoral prend fin le 18 mai. La coalition de l'opposition qui avait appelé au boycott en décembre 2018 appelle cette fois-ci la population à se faire établir la carte d'électeur. Seul le Parti national panafricain et le Parti des Togolais disent non à ces scrutins. Ces élections locales au Togo devront permettre d'élire 1527 conseillers municipaux pour 116 communes. Désengorger le Caire, qui est actuellement la ville la plus peuplée d'Afrique, c'est le but de la nouvelle capitale administrative égyptienne qui est en train d'être construite dans le désert. Elle n'a pas encore de nom, mais sa livraison est prévue en juin 2020, bien que les problèmes de financement rendent ses objectifs incertains. Cohen Camden. Le gouvernement égyptien veut commencer à diriger le pays depuis une nouvelle capitale construite dans le désert à partir de la mi-2020. Mais le projet de 58 milliards de dollars risque de ne pas être livré à temps. Il a du mal à collecter des fonds et à surmonter divers défis. Il a récemment perdu un investisseur principal des Émirats arabes unis et est à présent géré par le ministère du Logement et l'autorité de l'ingénierie de l'armée. Nous réalisons un projet de grande envergure avec des investissements d'environ 1000 milliards de livres égyptiennes une fois achevé. D'où proviennent les fonds? Nous ne recevons pas un seul centime de l'État. L'État a déjà ses nombreux engagements et son fardeau financier. Nous ne prenons donc pas d'argent de l'État. Alors où obtenons-nous notre financement? Nous l'obtenons des revenus générés par la vente de terrain. Le projet lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi en 2015 avait pour objectif de trouver une solution à la surpopulation du Caire. Jusqu'ici, environ 20% des investissements concernant ce projet provenaient de l'étranger. La Chine ayant notamment débloqué 4,5 milliards de dollars pour son financement. Nous avons achevé environ 50% du projet. J'entends ici le projet avec toutes ses composantes, à savoir les bâtiments, les routes, les installations, le système intelligent, tout ce qui est lié au projet. Eau usée, électricité, routes, gaz. À terme, la nouvelle capitale administrative, censée être la plus grande ville planifiée au monde, devrait être en mesure de fournir des logements à 6,5 millions d'habitants répartis sur plus de 700 km² entre le Nil et le canal de Suez, à 45 km à l'est de la capitale actuelle, le Caire. Le gouvernement ivoirien a adopté le 15 mai 2019 une nouvelle stratégie nationale. Objectif, porter le taux d'inclusion financière à 60% à l'horizon 2024. Actuellement, ce taux est de moins de 50%. Cette inclusion financière devrait permettre à l'État ivoirien de mobiliser davantage d'épargne nationale pour développer l'économie. Siamlo Victoria Sedji. Une nouvelle stratégie nationale pour améliorer l'offre de services financiers et bancaires de base pour les consommateurs ivoiriens. Le gouvernement vient de l'adopter ce mercredi. S'étendant sur la période 2019-2024, elle devrait permettre à terme d'atteindre un taux d'inclusion financière de 60%. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a connu un taux d'inclusion financière galopant qui est passé de 34% en 2014 à 41% en 2017 grâce à une forte pénétration des services financiers mobiles. Il s'agit plus spécifiquement d'améliorer l'accès aux services financiers des populations vulnérables, de promouvoir la finance numérique et de mettre en place un cadre fiscal et politique favorable à l'inclusion financière. Avec ce taux actuel, la Côte d'Ivoire peine à mobiliser une épargne nationale à même de financer son développement. Le secteur bancaire compte une trentaine d'établissements et leur inaccessibilité pour les couches défavorisées constitue un frein. En 2016, les citoyens ayant un compte bancaire atteignaient par ailleurs 19,7% de la population. La pénétration de la microfinance, 10%.
Je pense qu'il y a essentiellement deux choses à faire. Tenir compte des avancées technologiques du moment et celles à venir. Donc il faut impliquer aussi la Banque centrale dans ces travaux-là. Il faut impliquer aussi les associations de consommateurs, la société civile, qui vont remonter les véritables problèmes des couches un peu plus défavorisées par rapport aux autres. Créée en mai 2018, c'est l'Agence de promotion de l'inclusion financière qui conduira cette ambitieuse stratégie en cohérence avec la stratégie régionale d'inclusion financière adoptée en 2016 par la BCEAO. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.